Les égrégores, c'est ce qui donne une forme A. C'est du mental. Donc tout a un égrégore. C'est la forme qu'on lui donne. Ça veut pas dire que l'énergie qui est derrière, qui est réelle, c'est pas autre chose. Euh, voilà, ça je précise pour les égrégores, parce qu'il y a plein de gens, ils disent il y a que des égrégores. C'est normal, ils regardent pas au-delà du mental, même dans le subtil. Bah non, l'égrégore c'est celui qui donne une forme, hein, mais derrière il y a autre chose. Hein, toujours dans une énergie. Enfin toujours, pas forcément. Donc l'idée, c'est le problème d'autorité qu'il faut aller voir, en fait au fond, dans cette histoire. Et ça commence dans la survie. C'est donc l'enfant qui résout la survie, hein. Enfin qui l'a pas résolu chez nous, mais qui est censé la résoudre, on va dire. Donc l'enfant, il faut bien voir qu'au départ, l'embryon, il dépend complètement de la mère. Il est relié à sa mère et il mange sa mère, hein, au passage. Il bouffe le sang de la mère, hein. Le côté vampire vient entièrement de là, le fantasme du vampire. Je me nourris du sang de la bien-aimée, hein. Il se nourrit du sang de la mère et il lui renvoie ses déchets. Tu vois pas comme une cause à effet sur la planète? La mère divine, et puis on se nourrit de la mère et on lui renvoie nos déchets directs, hein. C'est exactement la même chose, parce que c'est tout pareil. Quand il y a la coupure du cordon, c'est le moment où l'enfant doit commencer à trouver une autonomie. Il continue à bouffer sa mère au passage, hein. Il bouffe le lait. Mais c'est toujours la mère, hein. Donc il est déjà un peu plus, c'est un peu différent, mais il est encore en train de se nourrir de la mer. Trouver l'autonomie alimentaire, l'autonomie, là c'est quasiment des histoires de pipi caca, hein, qu'il y a derrière. C'est même que ça, hein, des histoires de civilisation humaine que nous connaissons, c'est des histoires de pipi caca mal gérées, hein. Et ben à un moment, vu que c'est pas résolu, il va être toujours dépendant de cette autorité pour être nourri. Et à partir de là, il va mettre l'autorité à l'extérieur de lui. Et tout le reste en est une conséquence. C'est si je n'accepte pas ma propre autorité sur moi, eh ben je suis toujours en train d'obéir à quelque chose d'extérieur. Et la télé répond admirablement à cette logique de placer l'autorité à l'extérieur, enfin chez tout le monde en plus. On te met l'autorité gouvernementale dans le salon, et ça a un effet sur la psyché, carrément, hein. La psyché, c'est ce qui crée les chemins de vie à l'origine. Ça nous sert à créer nos futurs, et nos chemins de vie, hein, inconsciemment, hein, pas consciemment. Et ben la télé a un impact sur la psyché, un impact d'autorité paternaliste. Donc c'est un coup de maître en manipulation. Sûrement ça a été fait pour manipuler, hein, ça je dis pas le contraire. Ceci dit, je pense pas qu'ils estimaient qu'ils réussiraient aussi bien. Mais peut-être que oui, hein. Mais en tout cas, ça marche sur la psyché, donc c'est extrêmement efficace parce que c'est créateur. On t'annonce la problématique, on la crée en fait. Et c'est tout un problème d'enfant et d'autorité. Alors si je ramène au problème qui est jamais résolu, pour moi, entre autres, c'est ce problème de nourriture. Je me nourris de l'autre et non pas de la relation avec l'autre. Toute la logique de respirien, de se nourrir d'énergie, en fait, pour moi, c'est pas une histoire de se nourrir d'énergie, c'est une histoire de se nourrir de la relation et pas de l'autre, y compris avec une poire et une couleur et autre chose, hein. C'est ça qu'il faut résoudre pour moi. Ce qui n'est pas évident parce qu'il faut résoudre toute cette problématique d'enfance de 1. Ceux qui l'ont trouvé, c'est parce qu'à un moment ça s'est résolu chez eux et d'un coup, bah, ils peuvent se nourrir d'autre chose. Ils se nourrissent de relations. Ils se nourrissent plus, ils ont plus besoin de bouffer l'autre en fait. Tu vois. Je suppose qu'à terme, toute l'humanité le fera, hein, c'est dans 50, 60 ans, 100 ans, bon, vu la vitesse d'accélération. Mais ça nécessite d'avoir résolu cette logique, je mange l'autre pour survivre. Et le deuxième truc, c'est la nourriture, si je te le mets en schéma subtil, hein, et c'est vraiment ça concrètement, c'est quel plat je me sers dans la vie, quel événement je me suis créé. Je le mange, cet événement, je le goûte, je le vis. Soit il passe, soit je le rejette. Donc je le vomis. Je peux pas l'accepter, ce que je suis en train de vivre. Ou alors je le mange, et puis ça reste coincé ou ça passe. Puis une fois que c'est passé, ça va être digéré. Une partie de cet événement va me faire grandir ma conscience. Donc ce que j'ai vécu va me faire grandir. Et une autre partie, je ne vais pas réussir à l'intégrer. Cette partie, je vais la rendre à la Terre, et la Terre va le recycler, mais le resservir sous une autre forme, pour que je puisse à nouveau être confronté à l'expérience, la vivre et l'intégrer, et ma conscience grandit. Donc pipi caca, c'est ça. Caca, c'est le circuit retour. Donc caca, c'est comment est-ce qu'à un moment je renvoie ce que j'ai pas su intégrer et gérer. Pipi caca, il faut le ramener au niveau animal pour que ça soit bien géré. Les animaux, ils ont bien compris, hein. Tu fais pipi, tu marques ton territoire. Tu fais caca, tu l'enterres. Les humains ont un peu mélangé les deux. Pour marquer mon territoire, je fous la merde. C'est notre spécialité. Donc on inverse pipi caca déjà. C'est con, mais ce que je te dis, c'est dans toutes les entreprises, dans tous les trucs, pour marquer que je suis là, je fous la merde. Et ça, tout le monde l'a. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. C'est je fais pipi. Bon, bah tu me diras, pas pisser sur le bureau concrètement, mais je marque qui je suis, en fait. Tu vois. Donc cette histoire de caca, tu vas le retrouver en spiritualité, en machin, à tous les niveaux, hein. Parce que comme c'est de l'humain, c'est du bas, et que c'est pas intégré, que la part animale est refoulée, qu'on fait un déni dessus, on va le foutre, on va devoir le traiter ailleurs sous une autre forme. Et ça va être un moment
Est-ce que j'accepte que je ne peux pas intégrer toutes les expériences, qu'à un moment je peux intégrer que certaines choses, et que bah, y a des choses qui sont pas faites pour moi, même pas pour l'humain, mais que c'est pas pour ça que je dois pas les rendre parce qu'elles vont être, elles vont nourrir autre chose derrière. Et ça c'est très humain. Et t'as le complexe du pipi caca que tu trouves chez l'enfant à 2-3 ans, qui n'est quasi jamais dépassé dans la société, et qui est le complexe d'Alexandre le Grand. Ça, c'est ce qui est passé dessus. Moi, je te dis des trucs comme ça intéressants, mais enfin, chacun en fait ce qu'il veut. Une histoire de pipi caca. Donc, Alexandre le Grand, c'est je veux tout absorber, je veux pouvoir tout intégrer. Et je ne rends rien aux autres. Donc, l'Empire, il s'étend, il est tout à moi, 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 moi. Donc, il y a deux fonctionnements. Il y a ce fonctionnement-là qui s'installe sur une minorité, et l'autre minorité qui va faire le comportement complètement inverse. Je fais un déni sur mes besoins. Et ce que je veux, et ce dont j'ai besoin. Mais c'est toujours Alexandre le Grand polarisé en inverse. Alors ça je l'ai peut-être pas dit, mais quand une énergie est dysfonctionnelle, dans le système, notre système de fonctionnement, soit elle se polarise sur un plus, soit sur un moins. Donc c'est, quand tu as un problème avec le divin, soit tu deviens fanatique religieux, soit tu deviens athée. Dans les deux cas, c'est dysfonctionnel, c'est qu'il y a un problème avec le divin. Et là, c'est quand il y a un problème avec je veux vivre toutes les expériences et tout ramener à moi, et j'accepte pas que finalement je suis juste quelque chose de relatif, et que j'ai pas besoin de vivre toutes les expériences, c'est la totalité qui vit toutes les expériences, et que j'ai pas besoin de tout posséder, et que j'accepte juste de me lever un peu le caca du cul, hein, de rendre à la Terre un certain nombre de choses, et que bah, ce sera intégré par d'autres, et ben là tu sors de cette énergie. Personne n'en sort. Déjà, histoire, quand je te dis du pipi caca mal digéré, ça résume notre civilisation, c'est vraiment ça. C'est accepter qu'à un moment on n'est pas l'alpha et l'oméga, et que va falloir accepter de rendre hein, les choses. Et ça, voilà. C'est juste pour illustrer à peu près ça. Donc tu vois toute cette problématique et le vrai problème en termes de spirituel, le deuxième problème, c'est beaucoup de gens en spiritualité ou qui cherchent à évoluer ne vont regarder que la merde de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils définissent l'humain parce qu'il ne peut pas intégrer et pas par ce qu'il est. Et imagine une dame pipi, je te donne, c'est le plus simple, hein, qui ne connaîtrait les humains, elle n'en va jamais rentrer, hein, mais elle ne connaît l'humanité que par la pisse et la merde qu'elle ramasse. Et tu penses qu'elle a une vision claire de l'humanité? Je pense pas. Et beaucoup de gens en spiritualité ne regardent que ce que l'humain n'est pas capable de faire et pas ce qu'il est aujourd'hui. Et ça devient toxique comme perception. Parce que dire, ouais, l'humain il est pas ci, il est pas ça, il faudrait qu'il soit. Oui, enfin, il a évolué quand même. Et ça n'est pas un tas de merde. Hein. Il n'est pas son caca. Tu vois, il y a un moment. Tu vois, donc je te dis caca pipi parce que c'est le plus simple à comprendre. Mais c'est exactement ce processus-là. Tu vois et les gens qui regardent que le négatif, ça va être un peu cette idée. C'est un moment, on regarde que ce que l'autre n'arrive pas à intégrer, mais on regarde pas qu'est-ce qu'il a déjà intégré qu'il faudrait aider à développer. Tu vois? Quand je te dis pipi caca, on est vraiment ramené à ça. Et résoudre tous ces problèmes de se nourrir de la relation, de respirer rien, de machin, il faut déjà que soit acquis la notion de je ne suis pas là pour vivre toutes les expériences. Ce qui veut dire en spiritualité, c'est compliqué à gérer. Parce que l'ego, donc le système de survie, l'ego c'est le système de survie, j'ai peut-être pas défini, donc je redéfinis un peu. Enfin si ça va, je continue ou là ça fait long, hein. L'ego, donc le système de survie, il se met normalement, il doit être que sur le corps. Là, il est fonctionnel. S'il se met ailleurs, il devient dysfonctionnel. Donc généralement, il se met dans les relations avec les autres. Donc on est en survie dans les relations avec les autres. Il se met dans la bagnole, dans les possessions. Et il peut se mettre en spirituel, c'est-à-dire il se met dans le salut de mon âme. Je suis en survie au niveau de l'âme. Si je ne respecte pas telle doctrine, telle religion, tel machin, je vais perdre mon âme. Ça, c'est l'ego spirituel. Tous les chemins en fait sont bons et mènent. Tu peux suivre le chemin que tu veux. Très matérialiste, tout même au même endroit parce que il n'y a pas d'autre endroit où aller et que de toute façon tous les chemins sont bons et que chacun a son chemin. Si l'ego s'est mis en spirituel, tu considères qu'il n'y a qu'un chemin et que si tu suis pas celui-là, tu vas aller en enfer et tout le bordel. Hein. Donc quand l'ego s'est mis en spirituel, et ben ça crée ce genre de dysfonctionnement. Je ne regarde que ce que l'humain ne peut pas intégrer. Et en plus de ça, il y a un côté de dire je suis l'alpha et l'oméga. Or, à un moment, quand tu évolues, tu t'aperçois que finalement, l'humanité est un corps et que tu n'es qu'une cellule de ce corps. Et pire encore, tu le vis, hein, c'est que l'évolution n'est pas pour toi en tant qu'individu et qu'esprit humain, elle est pour l'humanité. Et que ce que tu intègres et ce que chacun intègre, parce qu'on est tous égaux à ce niveau, fait évoluer l'humanité en réalité. Donc il n'y a aucune réalisation personnelle à chercher, c'est l'humanité qui se réalise. Alors ça fait mal à l'ego, hein, quand tu le touches du doigt, tu fais attends, dire que c'est pas pour moi, Momar. Ah bah non. C'est qu'à un moment, tu le vis comme tous les autres, hein, comme la dame pipi du coin qui en a rien à foutre de spirituel, de machin et tout. Eh ben, son expérience est aussi enrichissante pour l'humanité. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il n'est pas nécessaire de vivre toutes les expériences. On ne vit que celles qu'on choisit de vivre. Ce que je t'expliquais sur le truc en interaction avec les histoires de karma.
Donc tu as totalement la liberté de choisir ton expérience. Un autre, de toute façon, vu que c'est infini, qu'il y a une quantité infinie qui répond, vivra celle que tu n'as pas envie de vivre et sera content de la vivre. Tu vois le... Oui, tout à fait. Donc tu vois, ça change complètement le point de vue et en même temps, ça te ramène complètement à la confusion entre je suis une cellule du corps humanité, donc je suis aussi juste un élément d'une société humaine et je veux être l'alpha et l'oméga, je veux tout pour moi et je veux pas donner recevoir et puis j'accepte pas que tu vois tout n'est pas. Alors, Bref, tu... ça fait beaucoup de choses. Ouais, on n'a pas fini. Euh, Puisque on parlait du temps qui s'accélère et de cette notion de pipi caca que tu nous expliquais. Ah, c'est tellement oublié en spiritualité, faut en parler un peu. Ouais, tout à fait. Donc, des monstres qui sont dans notre placard, Oui. ou de ce qu'on n'a pas réglé. Hein. Donc, toutes les peurs collectives, tout ce à quoi le mental s'attache et veut s'attacher, ne veut pas lâcher, alors que les choses s'accélèrent. Donc, c'est un peu comme si, pour peut-être prendre un exemple, j'étais un coquillage sur mon rocher, dans une rivière, accroché bien solidement à mon rocher, mais le courant augmente, s'intensifie, je ne veux toujours pas me laisser porter par le courant. Donc tout ça crée des peurs individuelles, collectives, mais personne ne veut les voir. Enfin, personne, j'exagère. En tout cas, en grande majorité, vu notre situation globale à la surface de la Terre à l'heure actuelle, on essaie de mettre tout sous le tapis. Seulement, les choses s'accélérant, on n'a pas le temps de mettre sous le tapis que tout de suite ça sort de sous le tapis, que quelque part on est un peu amené, obligé, avec le temps qui s'accélère, à les voir, à les regarder. Alors cela nous amène à parler des gouvernements de l'ombre. Alors c'est intéressant parce que tu nous en parles et en même temps tu nous parles de ces personnes individuelles, de qui ils pourraient être, sans nommer qui que ce soit, hein, mais juste de voir les énergies qui les incarnent et des peurs qui sont les leurs. Alors tu nous dis par exemple, les fameux gouvernements de l'ombre et autres ne sont qu'une projection des choses que nous nous sommes cachées. Si ces énergies peuvent s'incarner parfois, c'est pour nous faire prendre conscience d'un énorme mensonge dont nous nous servons. Mais cela reste juste des énergies refoulées. En un sens, ils sont bien réels, et les énergies actuelles vont nous obliger à les regarder de plus en plus en face pour les libérer, cesser de nous mentir collectivement et réintégrer notre propre pouvoir, histoire de prendre réellement notre destin en main. Un grand merci à l'ombre. Ouais, en sens oui. Alors si tu veux, je vais redéfinir ombre et lumière, parce que c'est vrai que c'est toujours... bon, ça, c'est ma définition, hein, mais dans mes perceptions. Une histoire, en Irlande, il y avait un cercle justement lié au temps. Tu pouvais aller voir le début de l'univers jusqu'à la fin. Bon, c'est particulier. C'est le gars, le chaman a fait vraiment du bon boulot. C'est très intéressant. L'humain, c'est rien quoi. L'humanoïde, c'est pas grand chose. Donc c'est voilà. Et quand tu tiens sur la première pierre, c'est un état que je trouve des fois avant de me réveiller. T'as une logique de conscience qui contemple des phénomènes qui jaillissent de rien, d'elle-même. Enfin, de quelque chose qui contemple des phénomènes qui jaillissent de rien, on va dire. C'est conscience, c'est peut-être pas le bon mot. Et qui à un moment dit bah tiens, est-ce que je descends dans le film ou est-ce que je regarde le film? Et ça c'est la première étape de. Et l'étape juste après, c'est donc la création de l'obscurité. Lucifer, le porteur de lumière, parce que c'est une construction de lumière l'obscurité en fait, hein, même si c'est pas évident au premier abord. Donc il crée l'inconscience totale, parce que notre nature est clarté totale. Elle n'est pas conscience, elle est clarté, omnipotence. Et il crée l'obscurité totale. Et de cette terreur absolue de l'obscurité naît la première goutte de matière. En fait, se crée l'ombre totale, et de cette ombre naît la première goutte de lumière. Et tout le cycle consiste en fait à ce que cette lumière s'étende sur l'ombre. Donc la conscience apparaît et elle grandit de plus en plus par rapport à ce qui est laissé dans l'inconscience, dans l'ombre. Donc ce qui est laissé dans l'ombre, c'est ce qui est inconscient. Ce qui est mis en lumière, c'est ce qui est conscient. Et plus on fait le tour du cycle, plus de choses se mettent en lumière. Mais notre nature est clarté, elle n'est ni ombre ni lumière. Elle est omnipotence, elle n'a pas besoin de conscience. C'est-à-dire que ces niveaux plus hauts, qui sont omnipotents, tu deviens les choses à ce moment-là, tu deviens quelque chose, n'ont pas besoin de conscience. Parce qu'ils ont l'omnipotence. Et que c'est un niveau au-dessus de ça, et la clarté. Et nous, ce qu'on joue, c'est un jeu entre l'ombre et la lumière. Et l'ombre et la lumière, c'est ce que je veux voir de moi et ce que je veux pas voir de moi. Parce que c'est... Voilà. Des fois, la lumière est bien placée, des fois, elle n'est pas bien placée. Est-ce que c'est judicieux de tout mettre en lumière? Non. Je donne toujours un exemple simple, c'est je vois que la secrétaire elle trompe son mari, et moi comme je suis gentil, je suis dans la lumière, je vais aller le balancer à son mari, comme ça je fous bien ma merde, quoi. Donc mettre en lumière c'est pas judicieux, et c'est pas forcément positif tout le temps. D'accord?
Un autre exemple que j'ai vécu moi, c'est une nuit, tu te retrouves dans un état où tu changes sans arrêt de point de vue, où du point de vue, tu as la caméra qui tourne dans tous les sens, hein. Ça, faut le. Bon, t'imagines, là, tu vois bien que c'est un film, hein. Ça rentre, ça sort du corps dans tous les sens. Puis en plus, tu as 2 tonnes d'infos ingérables. Et à un moment, le centre, il te fait, mais c'est toi qui veux tout mettre en lumière et être omnipotent. Mais tous les humains ont ça toute la nuit, hein. C'est juste qu'on a mis de l'obscurité parce que c'est ingérable pour l'esprit humain de se voir que tu as tous les points de vue qui changent constamment entre le masculin et le féminin. D'accord. Donc à un moment, c'est pas judicieux vraiment de tout mettre en lumière pour un humain. L'obscurité, des fois, c'est pas judicieux non plus de se cacher des choses. Donc le problème ne vient ni de l'ombre ni de la lumière, il vient de est-ce que c'est judicieux de le cacher ou est-ce que c'est judicieux de le percevoir. Donc tu vois, c'est ça en fait c'est ce jeu-là. Et ça n'est pas un jeu de bien et de mal, hein. Tu vois, il peut se jouer, le bien et le mal, il peut se jouer sur la lumière ou sur l'ombre, hein. Enfin le bien et le mal. Bien vécu, mal vécu, parce qu'après tout, le bien ou le mal, mais judicieux ou pas, juste ou pas, à un moment donné, pour les personnes. Voilà, donc à partir de là, gouvernement de l'ombre, tu parles de quoi? De choses inconscientes, qu'on laisse dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on laisse? Si je te reviens aux histoires de départ de Pipi Caca et que je t'ai dit que personne ne résolvait Guillaume le Conquérant, enfin pas Alexandre le Grand, celui qui veut tout posséder, et que les gens font juste un déni dessus, c'est qu'en fait, en réalité, on veut tous tout bouffer. Et que on fait un méga déni dessus, puis on fait une négation de nous-mêmes parce qu'on n'a pas envie de le voir, on fait un déni sur cette négation, et c'est forcément quelqu'un qui va aller l'exprimer. Mais il n'exprime que quelque chose de collectif. Le monde où on est n'est qu'une construction collective, quoi qu'on fasse. Et celui pour qui on vote généralement est juste un bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un qu'on rend responsable de ce qui va se passer cette année. Or Hollande, il peut faire ce qu'il veut, ce qui va se passer, ça va se passer. Et ce serait lui ou un autre, ça changerait rien. Mais ça, c'est compliqué pour nous, parce que ça veut dire qu'on est responsable de ce qu'on crée. Tous collectivement. Et personne n'a envie d'être responsable. Donc, pour les raisons que j'ai dit au départ, hein, le côté rapport à la mer et tout le bordel, donc à un moment, on met ça à l'extérieur, on dit c'est sa faute à lui. Voilà. Tant qu'on fonctionnera comme ça, il y aura des politiques, et ce sera comme ça. Et quand on aura accepté notre responsabilité dans notre création collective à tous, ça changera. Mais il faudra mettre ça en lumière. Et là, le gouvernement de l'ombre, il n'y aura plus, hein, c'est nous le gouvernement de l'ombre. D'accord. Eh oui, bien sûr, c'est la totalité, c'est toute la... Parce que bien sûr, c'est une construction du collectif, hein, c'est pas une personne qui fait. Hein. Pauvre Hollande, ce qui va se prendre la tête. Oh, encore que celui d'avant c'était Louis XIV, lui c'est Louis XV. C'est le prochain qu'il va falloir surveiller sa tête, hein, parce que. Non, je dis ça en rigolant parce qu'ils ont un peu le profil. C'est vrai, j'y ai pensé. Ah bah ouais, c'est Louis XVI le prochain, là, il va avoir mal, hein, il va payer pour tous les autres. Hein. Ah bah, à voir, hein. Alors, tu nous dis, en revanche, il me faut dire que l'on prête à nos dirigeants un cynisme, un pouvoir et une volonté qu'ils ne possèdent pas en réalité. Globalement, ils ressemblent davantage à des grappilleurs à la petite semaine ne visant que leur propre intérêt. Les gros problèmes collectifs sont plutôt le fruit du bordel issu des égrégores. On y revient. Voilà. Donc, alors, il y avait... Je regarde parce que j'ai noté mes pages, mais je voulais voir parce que j'ai mis un point d'exclamation, genre, c'est important. Alors, je regarde. Notre système ne comprend officiellement pas la raison pour laquelle un être humain pourrait vouloir sa liberté, alors qu'on enchaîne le petit singe et que l'on instruit et qu'on l'instruit pour son bien. En réalité, on le formate pour le faire entrer dans un système d'égrégore et l'on conçoit à un certain niveau que ce qui n'entre pas doit finir en déchet. Bon, là, on en revient à ce que tu disais justement. Alors ouais, et puis en même temps, il y a le roi des singes. Ouais, à ce moment-là, c'était intéressant de le percevoir comme ça. Ouais. Ouais, en fait, ça revient exactement ce que tu as dit chez Pipi Caca. Donc... Ouais, c'est plus simple, hein, dit comme ça d'un coup. Tout le monde comprend Pipi Caca. Ouais, c'est clair. Alors, la peur de la peur dans cette histoire. Parce que là, finalement, tu l'as dit, on l'a dit au tout début, rapidement, que finalement, le divin, dans la descente dans la matière, dans l'incarnation, avait besoin de mettre ses barrières pour jouer le rôle de la relativité. C'est tout simplement pour s'amuser. Donc, la peur de la peur, qu'est-ce que ça sous-entend ? Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est quand tu travailles sur le centre. Il y a un moment, moi je l'ai vécu comme ça, confronté à toutes tes peurs. Mais vraiment, dès que tu as peur de quelque chose, ça se présente. Tu veux. Alors moi, plutôt vécu dans le subtil, hein, c'est dès que j'ai peur d'une énergie, elle est là, tu vois, collée à toi. Et c'est pas agréable comme expérience, c'est des moments... Mais à un moment, tu es confronté, si tu veux résoudre la peur, comprendre son sens, tu te confrontes à tes peurs. Et quand à un moment, tu t'aperçois que elles n'ont pas vraiment de prise, on va dire que la plus grosse de toutes, c'est la peur de la peur.
Dis, c'est dans les jeux vidéo, c'est le boss de fin qui rappelle tous les autres. Il rappelle en fait toutes les peurs en même temps. La peur de la peur. Et quand celle-là est dépassée, tu peux commencer à voir la peur autrement. C'est-à-dire tu peux aller voir des énergies. Alors là, c'était vu avec un côté esprit. Hein. C'est tu discutes avec des esprits liés à la peur. Je peux dire quand tu en croises un, tu cours hein, au départ parce que tu es face à des énergies qui sont très dures à gérer pour nous. Et quand ça s'est dépassé, bah, tu peux discuter. T'es plus en conflit, t'es plus en combat, puis il t'explique à quoi ils servent et voilà. Et créer cette limite en fait, tout simplement. Mais c'est intégré et t'as plus besoin de te confronter ou de subir ce fonctionnement. Tu peux choisir en fait. C'est un moment se présente la logique du diable. Hein. Et le diable, c'est le libre arbitre. C'est le choix de la peur et le choix de l'erreur. S'il n'y a pas le libre arbitre, les humains, c'est tous des clones, ça peut pas marcher. L'expérience humaine, c'est une expérience d'individualité et une expérience unique. Le divin fait pas deux fois la même expérience et les humains sont tous différents, font des expériences uniques. Donc, pour qu'il y ait cette diversité, on est tous bossus et tordus. Donc la possibilité de faire plein de chemins et de se planter. Et donc ça fait que pour aller du point A au point B, il n'y a pas un chemin, il y a une infinité de chemins multidimensionnels. Il y en a qui font des spirales, il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. Et ça n'a aucune importance. Et c'est grâce au libre arbitre. Donc qui est le diable, hein, en fait, en réalité. Hein. Tout le monde en a peur, mais en fait c'est une énergie de liberté, en fait. Hein. Et quand tu réintègres cette énergie, tu la subis plus. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est toi qui le poses. J'ai envie d'avoir peur ou j'ai pas envie. Et on grandit autant dans l'ombre que dans la lumière. C'est-à-dire que peu importe que tu choisisses d'aller dans des trucs abominables ou des trucs de jouissance, eh ben tu vas te retrouver au même point après. Tu auras intégré l'événement, les choses de la même manière. Donc à un moment, tu sors de la logique j'ai envie d'en prendre plein la gueule et ben, tu le fais en jouissance, ça marche tout pareil. Hein. Mais c'est un choix à poser et pour ça, il faut avoir enlevé cette peur. Sinon, tu subis. Ça reste inconscient. C'est inconscient, bah, ça te tombe sur la gueule à tout moment. Alors que sinon, bah, à un moment, tu le poses, tu dis, bah non, moi, j'ai pas envie. Et du coup, tu peux le vivre différemment. Alors comment se libérer de la peur de la peur? Ah bah ça, après, chacun doit aller l'affronter à sa manière. Ça, je peux pas te dire, c'est... Enfin, moi, c'est quelque chose à vivre. Parce que t'es face à ton fonctionnement, vécu intimement, t'es face à toi-même, et tout le monde est différent, et tout le monde, un jour ou l'autre, est confronté. Et si je te dis les nœuds du cœur, c'est une logique de qu'est-ce qui bloque l'accès au centre. Ben, t'as cette peur-là. Avant, moi j'en ai eu plein, hein, la peur de la solitude, ben justement, je l'ai vécu celle-là, hein, où tu perçois, mais tu le vis, tu dis, mais je suis seul pour l'éternité, mais celui qui le dit, c'est pas celui qui l'est. Mais l'ego se l'est tellement approprié que c'est terrifiant. Ça, c'est une terreur absolue, dire, mais je vais être tout seul à discuter avec moi-même pour l'éternité, quoi. Eh ben non, non, celui qui le dit, il le fait pas. Voilà, mais c'est pas si évident, hein, quand il est confronté, et ça peut... Voilà, j'ai des moments, j'en ai un peu chié. Mais j'avais une logique judéo très très curée. Genre, je me fouette pour avancer. Quand t'as lâché ça, bah, ça se passe beaucoup mieux. Alors tiens, justement, parlons-en de la souffrance. Comment je pourrais amener ça? Qu'est-ce qui est sous-jacent à la souffrance? Puisque les peurs en question, si elles sont comme des balises ou des limites Des limites plutôt. que nous avons, ou que le divin dans la relativité a mis pour, j'allais dire, nous faire tous séparés, tous différents, pour qu'on ait tous une couleur, une tonalité bien spécifique, je dirais elles ont leur raison d'être, à savoir mettre des limites. Et est-ce que le fait de toucher ces limites nous amène à cette souffrance, ou est-ce que c'est notre mental, notre ego qui s'accapare le fait de limites qui n'en sont pas, j'allais dire, qui sont illusoires, des attachements, et qui justement nous crée une souffrance du fait que nous transposons, alors je donne un exemple, souffrance que je vois quelqu'un autre qui réalise quelque chose que je souhaiterais. Et je souffre de ne pas pouvoir réaliser ce que l'autre fait très facilement et très aisément. Est-ce que ça implique le fait que finalement je suis dans le déni de ce que je suis réellement, fondamentalement, à savoir je ne suis pas l'autre, je ne suis pas son chemin, je ne suis pas ce qu'il fait, donc je me crée une souffrance qui finalement repose sur rien, ou alors il est l'expression de quelque chose que j'ai au fond de moi, que je n'ai pas encore mise en action, et qui donc me crée de la souffrance, mais en même temps qui est peut-être, entre guillemets, le signal que c'est par là que je dois aller. Alors, là, ça va être pas rapide, hein, si je définis la souffrance. Pour la remettre au plus simple. Bon. Donc on est sur une logique de survie. La survie, on est sur l'ego. Donc l'ego, c'est le principe de survie.
Le but du jeu, ça je l'avais dit plusieurs fois mais je le redis quand même, n'est pas de flinguer l'ego, contrairement à ce qu'on te vend en spiritualité. Parce que si tu le flingues, tu ne peux plus rester ici. Donc tu remontes chez le scénariste et t'as aucune chance de réaliser quoi que ce soit. Donc ceux qui sont plus évolués que nous, Ama, machin, ils ont un énorme ego mais à sa place. Donc il est bien placé. L'ego étant le système de survie, doit être que sur le corps. Il utilise 3 énergies. La vie n'est qu'une jouissance à l'état pur. L'ego, il utilise 3 feintes pour nous permettre de survivre. La première, c'est l'anesthésie. C'est-à-dire qu'il nous fait croire qu'on n'est que ce corps et on ne perçoit pas au-delà. Or, où que tu regardes, tu vois que ta projection. Parce que, ça aussi je leur explique peut-être, on est dans un jeu en réseau, finalement. Tu es tout seul dans ton monde. Les autres existent dans un autre monde, il y a juste des liens. Mais au final, où que tu regardes que toi. Donc s'il y a une souffrance, si toi tu te fais mal, en théorie, je le sens. Hein. Donc il faut bien que mon ego, il ait dit, non, t'es que ce personnage du film, t'es pas toute la scène. Et donc je mets une couche d'anesthésie sur ce qui n'est pas toi. Donc il utilise l'anesthésie. Le deuxième outil qu'il utilise, c'est la fuite. Tu mets ta main sur du feu, il retire la main. C'est logique, hein. C'est attention, ce corps, c'est ce que tu es censé être, on va essayer de le garder en vie. Et l'autre logique, c'est la logique de souffrance. C'est-à-dire, si on te croque, c'est jouissif en fait. Hein, t'as quelques saints chrétiens qui ont fait une démonstration dans les arènes. C'est exatique, hein, en fait, parce que tout n'est que jouissance dans la matière. Donc, il polarise en négatif, en souffrance, pour que tu te fasses pas croquer, quoi. Tu dis, ah non, là ça fait mal, je veux pas. Donc, quand il est bien placé, il est là. Quand il commence à se poser sur l'esprit, sur tes relations avec les autres, sur mon rapport aux autres, là c'est mal placé. Et effectivement, tu as toujours de la souffrance, de l'anesthésie et de la fuite placés dans tes relations. Et c'est un peu ce que tu décris. C'est je vois quelqu'un faire quelque chose et je suis en survie par rapport à ça. Parce que je me dis, si lui là et pas moi, eh ben, je suis en survie. Je peux pas être en vie. Parce que d'une manière ou d'une autre, soit ma vie ne pourra pas se réaliser, ça peut être de l'ego spirituel, si tu vois quelqu'un qui a des dons que t'as pas, mon âme ne va pas se réaliser, je vais rester pour l'éternité à ce niveau, ou tu vois, mais peu importe, c'est que l'ego est mal placé, la survie est mal placée. Donc à partir de là, on va rentrer effectivement dans toutes les logiques qui peuvent être mises en survie. Et là, la survie, tu vas rentrer dans la violence. Parce que la survie, c'est de la violence. Hein. Quand c'est bien branché, la survie, c'est fait pour que ton corps y survive. Quand c'est mal branché, bah, tu vas rentrer dans des qualités de survie. Donc, un exemple, l'agressivité est une qualité, mais une qualité de survie. C'est-à-dire, si on t'agresse le soir dans la rue, si tu es plus agressif que l'autre, tu survis. Donc, c'est une qualité. Mais si elle est placée au bureau avec les collègues, elle n'est pas au bon endroit. Hein. C'est juste qu'elle n'est pas forcément placée au bon endroit. Dominer l'autre, c'est une qualité. Si tu es avec quelqu'un en montagne qui fait une crise de panique et qu'il faut le redescendre sur ton dos, tu as intérêt à savoir le dominer. Mais c'est une qualité de survie. Si tu essaies de dominer l'autre au bureau ou ailleurs, là, encore une fois, tu es en survie au mauvais endroit. D'accord ? Donc tout n'est qu'une qualité. Mais est-ce que c'est au bon endroit au bon moment ? Voilà. Tout revient à ça. Et est-ce que l'ego, donc le système de survie, est bien sur le corps et sur ton esprit, ta santé mentale, ou est-ce qu'il déborde dans tous les sens sur les autres, sur ce que j'ai pas, et on retrouve le syndrome d'Alexandre le Grand. Je veux la totalité, je veux pas que l'autre ait une expérience différente de moi. Ceci dit, dans ce que tu dis, si tu vois quelque chose qui te fait envie chez l'autre, envie mais pas au point d'entrer en survie, c'est que ce que ça faisait écho, c'est de dire, ben, toi tu peux peut-être avoir la même qualité, j'ai envie d'acquérir cette qualité, mais exprimer avec ce que je suis moi, et ça sera pas ce que l'autre a, parce qu'on est tous différents, que le ressenti, que les perceptions, que les dons, eh ben, sont spécifiques à chacun. Même la réalisation de l'humain est spécifique à chacun finalement. Donc, voilà, il n'y a pas de jalousie à avoir. C'est juste un indicateur, si c'est remis à sa place et c'est pas mis en survie, de dire ben, une qualité que j'ai envie d'acquérir, mais à ma manière. Cette énergie, elle va prendre une autre forme chez moi, mais j'en ai envie. Voilà. Si on parle de l'adolescence, on est sur un exemple précis, hein, ça va dépendre de la personne. Souvent, ça va être je vais devoir faire mon deuil je vais devoir trouver de l'autonomie, c'est ça qui fait chier. Hein. Ça veut dire que je fais mon deuil j'étais un bébé choyé. Ah oui, plus de liberté, ça fait peur. Et oui, mais en même temps, avec tout ce que je t'ai expliqué, que déjà on n'a pas résolu la survie, c'est le problème. Hein. C'est le 1 n'a déjà pas été résolu par l'enfant. Donc au moment où il faut acquérir la liberté, la survie n'est toujours pas résolue. C'est le bordel. Hein. Et oui. Il y a tout à gérer en même temps, quoi. Ben ouais, on gère déjà pas la survie, et le 1 il est pas géré, et le 2, enfin c'est le premier chakra, hein, et le deuxième chakra, il faut le gérer maintenant alors que le 1 n'est déjà pas géré. Donc c'est déjà dysfonctionnel, et il faut que sur du dysfonctionnel, je crée quelque chose d'autre qui va de toute façon être tordu et bossu comme le reste. Donc forcément c'est le bordel l'adolescence. Hein. Voilà. Ceci dit, quand on vit une évolution, est-ce qu'on est obligé de souffrir ? Non, mais ça fait 2000 ans qu'on nous explique que c'est comme ça, et qu'il faut en chier, et donc en fait ce qui va changer, c'est quand on va travailler sur ce côté judéo-chrétien, et rien d'autre, hein.
C'est que d'un coup, on va accepter, et des fois, ça peut être instantané en lâcher prise, et tu peux le vivre en jouissance. C'est-à-dire, tu enlèves la couche de la polarité négative et tu sens la jouissance de cette transformation. Le problème qu'on rencontre en tant qu'occidentaux, avec 2000 ans donc de judéo-chrétiens derrière, qui poussent au cul, c'est que, premièrement, on ne le conçoit pas. Deuxièmement, plein de gens sont confortables dans l'idée que s'ils en chient, c'est qu'ils évoluent. Et donc, mais ça je le vois en stage, plein de fois, où les gens ils préfèrent en avoir pris plein la gueule parce qu'ils ont l'impression d'avoir avancé. Et si tu leur dis, mais vous préférez pas rien sentir et... Ah non, ou vous préférez pas... voilà. Et là on rentre dans la logique de jouissance. On est des limites en jouissance très basses et des limites en souffrance très hautes. Je me suis retrouvé dans des états à demander grâce en jouissance en disant je vais exploser, c'est insupportable. Et avec ça, là où je peux encaisser ça en souffrance. Et à se dire mais c'est lamentable. Pour moi, c'est de l'expérimenter, de dire mais que je suis incapable de gérer plus de ça. Et alors qu'en souffrance, je suis capable d'aller des fois dans des niveaux. Et c'est comme ça, on est éduqué depuis des milliers d'années dans cette logique de... C'est le club des frustrés finalement. Savoir que lequel en a chié le plus, c'est normal. On te dit si t'en as chié le plus, tu vas au paradis. Sinon tu... sortir du club des frustrés un moment, enlever cette polarité négative et rentrer dans... tu vois, pourtant, en judéo-chrétien, c'est tous les saints, ils étaient dans des extases mystiques. C'est dit pourtant, cette jouissance, elle est affichée. Et pourtant, personne, tout le monde a retenu la crucifixion. Donc c'est pas le message. Si je devais prendre le message, c'est pas le message de Jésus, c'est celui des Romains qui a été retenu. D'ailleurs, le Vatican, il est en Italie. Enfin bon. À un moment, tu te dis, mais quand même, je veux dire, c'est le message, c'était pas Chisan et un max et tout va aller bien, quoi. C'était pas ça. Et ça a été imprimé comme ça, très fort. Donc sortir de ça, remettre les choses à leur place, enlever ce côté souffrance, et en fait, accepter aussi que ça peut être instantané et qu'on n'a pas besoin d'y passer de plombe. Et plus les gens sont au clair avec ça, plus c'est instantané, plus ça va vite, et moins ils en chient. Et moins ils ont besoin de polarisants négatifs pour avoir senti qu'ils ont fait quelque chose. Ouais, ressenti qu'ils ont fait quelque chose. Et oui. Et quelque chose de bien. Parce que si tu en as chié, c'est que tu as fait quelque chose de bien. C'est ça aussi, derrière. Si j'en ai pas chié, j'ai joui, attends, je suis un salaud en plus. Et ça, je réexplique aussi un truc qui est important en judéo-chrétien et qu'on va trouver dans toutes les notions de société. Parce que ça nous dégueule par l'inconscient, ça aussi. On croit que la jouissance est finie. Qu'il y a un pôle au milieu de la pièce où il y a 10 pilules de jouissance et qu'on est 20 à vouloir les prendre. Donc si toi tu jouis, ça veut dire que tu as volé ta pilule à quelqu'un. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui souffre à cause de toi. Et ça, c'est tellement profondément ancré que si toi, tu as quelque chose qui te plaît dans ta vie et que tu en jouis, ça veut dire que tu es vraiment un salaud. Et tout le monde le vit comme ça. Et par contre, si t'en as chié, ça veut dire que tu as laissé la pilule à un autre et t'es un saint au paradis. C'est une grosse connerie, parce que la jouissance, elle est infinie, et elle est pour chacun, et il n'y a pas du tout un bol au milieu. Et c'est pas parce que t'en chies que les autres, ils vont mieux. Tu vois? Et c'est pas parce que tu jouis que les autres, ils vont moins bien. Et c'est juste un choix perso à faire pour chacun. Quand ça c'est acquis, on sort un peu de cette logique-là. Mais c'est tellement profondément ancré que c'est insupportable pour les gens de voir quelqu'un qui affiche qu'il est content, qu'il jouit et qu'en plus ça se passe bien. C'est pas possible. Il va forcément lui arriver quelque chose. Bah oui, ça c'est les vieilles, la petite vieille, il y a forcément quelque chose derrière. Ça va forcément se payer. Ah ça je te fais le côté, mais c'est ça qu'il y a dans l'esprit des gens. Et dans l'inconscient, comme c'est inconscient, c'est pas contrôlé. Sortir de cette logique-là. Parce qu'elle est fausse en plus. Imagine, tu te lèves un matin, t'es en souffrance, tu sais pas pourquoi. Mais des fois, c'est vrai que tu te lèves le matin, tu te fais, tu sais pas pourquoi, il y a un truc qui s'est connecté. En fait, ce qui se passe, c'est le jour, l'énergie du jour, machin, ça allait connecter quelque chose, puis il y a quelque chose qui sort, qui essaie de s'en aller. Donc généralement, moi, je te dis ça, je m'emmerde pas, je demande à ma femme. Il y a un truc sur moi, tu peux pas me le faire péter, s'il te plaît. J'appelle mon pote Pascal. Et voilà, et puis en deux c'est réglé, puis tu passes une bonne journée. C'est con, mais c'est qu'en fait, il y a un truc inconscient qui se présente, que ça, voilà, c'est au portillon, et voilà. Donc il y a deux choses en fait aussi, qui sont beaucoup dans la logique de haut et de bas dans l'évolution. Il y a un côté attachement, en fait. Effectivement, ça, ce côté attachement, il fait. C'est t'es d'un coup dans un état super, en fait, et tu t'attaches à cet état, en fait. Et c'est ça le problème. Donc, comme tu t'attaches à cet état, cet état il se polarise en négatif, il faut que tu le lâches. Donc ça fait des hauts et des bas. L'autre truc qui peut se passer, c'est que tu as libéré quelque chose, donc en fait tu as la jouissance d'avoir ouvert une nouvelle voie, et ensuite tu as la peur d'aller sur la voie qui se présente le lendemain. C'est comme un ado à qui tu dis, ça y est, c'est bon, tu as gagné ta nouvelle bécane, et puis le lendemain il voit sa bécane, il fait, mon Dieu, comment je vais conduire ça finalement? Et tu vois,
entre la libération d'une porte et d'un coup, comment je vais franchir cette porte, la peur du nouveau. Et c'est ça, en fait, qui se passe, une histoire comme ça. Plus tu vas te centrer, plus tu vas le lâcher vite. Ou tu travailles avec quelqu'un, hein, tu triches, tu demandes à ta femme, je sais pas. Ça marche. Voilà, si elle est thérapeute, bon, ouais, ok, elle a des perceptions, elle peut t'aider à le lâcher si tu veux. Et plus tu vas le lâcher vite, plus tu vas passer une bonne journée après. Mais c'est vrai que c'est fréquent, ce genre de choses. Et moi, ça va m'arriver. Mais des fois, bah, je m'emmerde même pas, je me centre et ça passe tout seul. Je laisse de l'espace pour rien, tout bouge. Et puis, à la fin, après, j'ai l'information. Au départ, je l'ai pas, parce que quand t'es sur ton truc, t'es sur une opacité, hein, tu vois pas. Par contre, quand c'est nettoyé, tu dis, ah non, c'était que ça. Et c'est toujours débile. Hein. C'est toujours débile. Voilà, c'est que des trucs inconscients qui sont pas gérés, qui remontent. Et puis, voilà, dès que tu as libéré quelque chose, ça paraît autre chose. Donc, effectivement, quand je dis à un moment, il faut se centrer, c'est d'expérience, hein, pour pas être toujours dans ces hauts et ces bas, sachant que ça accélère. Parce que sinon, tu vas t'en faire 10 par jour, des hauts et des bas. Hein. À un moment, voilà, va quand même falloir trouver le côté lâcher l'affaire, accepter le côté d'être centré et accepter ce côté d'impermanence du monde et que ne s'attacher à aucun état, ni haut ni bas. Même pas les hauts, c'est ça le problème. Pas s'attacher non plus aux. Et ça, c'est plus dur généralement. Comprendre quelle est notre voie et ce que l'on fait ici. Ah. Alors comment tu fais pour savoir ça, toi? Ah bah c'est pas si simple, hein. Mais pareil, je vais redéfinir quelques trucs. Du point de vue de l'humain, l'humain c'est un mélange d'éléments. Donc terre, eau, feu et air. Le feu est nécessaire à l'humain. Si t'as pas le feu, t'es juste un truc sans forme. Si t'as le feu, t'es un bonhomme d'argile qui évolue dans de l'air, hein, qui fend de l'air. À un moment, j'ai fait l'expérience de me percevoir comme ça, c'était assez marrant. Vraiment, tu sens les éléments dans la matière. C'est vraiment super intéressant comme expérience. Et ce feu, c'est le feu alchimique, c'est le feu sacré, c'est la vraie envie. C'est la Kundalini. C'est qu'est-ce que t'es venu incarner. Ça répond à ça, ça répond au causal dans la matière pour moi. Quelle est la cause qui fait que je suis là et qu'est-ce que c'est qui me fait avancer vers le divin. Voilà, c'est ce feu sacré, cet élément feu qui est en nous. Ce feu, il va être perturbé par tout ce qui enchaîne la Kundalini en fait. Donc c'est la Kundalini pour moi, c'est la même idée. Je le présenterai exactement comme étant la même chose pour moi, hein, mais qu'est-ce qui enchaîne le vrai désir? Le vrai désir étant ce qui t'amène le plus sûrement vers ton chemin et vers le divin, c'est les faux désirs. Les fausses désirs, les fausses envies, les compulsions. Et tout ça, c'est la création de comment j'ai géré l'autorité que j'ai mis à l'extérieur. On retrouve toujours Alexandre le Grand, dans son fonctionnement en négation ou à fond, quoi, et qui s'est créé des fausses envies, des faux désirs par rapport à ce qu'il pensait qu'on attendait de lui en termes de survie. Hein, une logique de je suis un enfant, je suis venu incarner quelque chose dans cette famille, si je n'y réponds pas, on ne me garde pas, on m'élimine. Hein, c'est toujours ça. Voilà. Donc à partir de là, ces faux désirs, ces fausses envies, qui peuvent aller donc jusqu'à une logique de compulsion, c'est-à-dire une envie c'est-à-dire que ces faux désirs et ces fausses envies, quand on se substante avec, elles ne nous nourrissent pas en fait. Hein. Si tu te les présentes comme expérience, ça te remplit pas en fait. Ça te remplit pas, ça te laisse un vide et en plus ça te nourrit pas. Quand tu es dans une compulsion sexuelle ou alimentaire, c'est ça. C'est je mange puis ça me remplit pas finalement. Alors que quand tu as la bonne expérience et le bon désir, le vrai, le feu sacré, celui-là, un rien te nourrit instantanément. Et tu n'as plus besoin de t'y référer. Quand tu as besoin d'y revenir sans arrêt, c'est que ça ne nourrit pas, en fait. Et c'est tous ces faux désirs, tous ces fausses envies, tout le travail du bas consiste entre autres à aller en virer, les virer, quoi, hein, tout simplement, pour que le feu soit alimenté correctement. Donc, l'humain, qu'il le veuille ou non, a besoin d'avoir un but, donc un désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'humain. Hein. C'est impossible autrement. L'âme a besoin d'avoir un plan de vie. Et c'est là qu'on rencontre quelque chose qui peut être problématique. Alors moi, je l'ai vu surtout quand c'était défaillant chez les autres ou chez moi. Tu peux avoir deux types de défaillances. Quand la personne n'a pas de plan de vie. C'est l'enfer sur Terre. Hein. C'est la personne de Parce qu'elle l'a pas vu, tu veux dire? Non, elle l'a pas. En fait, on peut aller chercher un plan. Comment dire? Il y a des petits tricheurs comme moi qui sont capables d'aller accéder à l'endroit où il y a tous les plans et dire finalement je prends le plan ou je prends pas ou je change le plan. Il y en a qui peuvent le faire, c'est comme ça. Donc généralement c'est ceux-là qui ont ce genre de problème. Ils prennent pas de plan de vie. Il y a une bonne raison derrière. Hein. Il y a la survie. Bon, des fois très tordu. Quand il n'y a pas de plan de vie, c'est l'enfer. Ça veut dire je n'ai vraiment rien, je sais pas quoi faire quoi. Et le deuxième qui est l'enfer sur Terre que j'ai vécu, c'est quand tu as plusieurs plans de vie en même temps.
et qu'en fait c'est ingérable. Pour l'humain, c'est ingérable. Tu peux pas gérer plein de plans de vie, hein. C'est t'as les yeux un peu plus gros que le ventre, hein. Tu fais tiens, j'en prends plusieurs, tu vas voir, ça va aller plus vite. Et puis, mais bon, ça a aucun sens, hein, comme je t'ai expliqué maintenant avec ce que j'ai dit avant. C'est pas besoin de vivre toutes les expériences. Mais voilà, c'est ces deux cas de figure qui sont profondément problématiques en fait. Donc l'âme a besoin d'un plan de vie. Mais ce plan de vie n'est pas quelque chose compréhensible par l'humain. Si je te donnais un exemple, mais ça serait vraiment pour donner un exemple, hein, c'est un truc genre vivre l'amitié. Et ça, on comprend à peu près, mais c'est vachement plus large que ça, et donc tu peux le vivre d'un millier de manières différentes en tant qu'humain, et tu peux le vivre dans n'importe quelle civilisation, époque, tu peux le vivre en positif, tu peux le vivre en négatif, c'est-à-dire que tu peux le vivre en disant, je veux savoir ce que c'est que d'avoir des amis par le fait d'en avoir et de le vivre, et de voir à quoi ça sert. Ou je peux faire l'expérience par le contraste en disant, ben, j'enlève tous les amis pour voir à quoi ils servaient. Et je finis tout seul dans la vie juste pour voir qu'est-ce qui me manque finalement. Souvent, on a ces deux types de comportements face à une expérience. Soit on la vit en rentrant dedans, soit on fait une démonstration par l'absurde. On le retire pour voir à quoi ça servait. Et donc, tu as tous les choix possibles et imaginables. Voilà. Et c'est plus large que cette notion de faire des amis. C'est quelque chose qui est au-dessus de l'humain, qu'on comprend pas forcément. Donc, ça n'a pas de sens quand on dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Un truc on comprend pas, mais si c'est pas là, c'est un problème. Si c'est là, faut qu'il y en ait qu'un, et puis c'est très bien.